is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce live des chroniques d'Alira. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut émarger sur EduSide pour ce live? Je vois qu'il y a des bons réflexes qui sont pris dans les Salut, salut à toi. C'est une bonne idée. Bonne idée, mais faisons-le. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce chat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marc et Yann. Bonjour à vous deux, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir invités. Alors Marc et Yann, vous êtes de Broker Défense, vous êtes spécialisés dans la protection des arnaques. On disait tout à l'heure que vous étiez un peu des spécialistes de l'arnaque. C'est ça. Mais du bon côté, hein. Tu avais rajouté du bon côté. C'est vrai que j'avais rajouté du bon côté. Important de le préciser. Important de le préciser. Donc on va pouvoir voir un petit peu avec vous finalement comment est-ce qu'on fait pour se protéger de ces arnaques, protéger ces cryptos et notamment la partie qui se passe ici, la partie entre les deux oreilles, puisqu'il y a beaucoup d'arnaques qui en fait sont plus sociales que techniques et on va en parler juste après. Je suis également avec nos chroniqueurs habituels, Daniel et Virgile. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement, Daniel et Virgile? Très rapidement, donc Daniel Villa-Montero, je suis à la direction pédagogique d'Alira et le week-end, quand je m'ennuie, j'écris des livres. Voilà. Virgile. Salut tout le monde. Me concernant, je suis essentiellement rédacteur pour Alira et également je participe à la veille technologique aussi. Marc et Yann, Marc, tu as fondé Broker Défense. Yann, tu l'as rejoint il y a 4 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, présenter votre parcours, présenter ce que vous faites et puis présenter ce que Broker Défense fait au quotidien aujourd'hui? Oui, déjà mon profil rapidement, j'ai une formation en économie, après j'ai fait un détour qui a absolument rien à voir à l'école d'aviation civile où j'ai un diplôme de management d'aéroport. Et après avoir travaillé en aéroport précisément, j'ai été fondateur de Broker Défense en 2014. Okay. À l'époque, on était spécialisé essentiellement sur les arnaques de l'époque, le monde bancaire, le monde processeur de paiement, etc. Et surtout orienté courtier, d'où le nom en fait qu'on a hérité de manière un peu historique. Et Yann m'a rejoint dans cette aventure il y a environ 4 ans. Oui, donc moi, c'est double diplôme informatique et fiscalité. J'ai commencé à travailler dans la banque en gestion de patrimoine. J'ai fait un passage chez un éditeur de logiciels patrimonial, quelques années de trading pour mon compte. Et voilà, il y a 4 ans, j'ai rejoint Marc sur une opportunité dans Broker Défense.
Ok. Et en fait, pour revenir plus spécifiquement sur notre activité, nous, on accompagne les victimes. On a construit un réseau d'avocats. On a dépassé les 20 cabinets maintenant. On intervient dans 14 pays. Et on couvre toute la gamme de prestations juridiques au travers de nos avocats, pénal, civil, précontentieux. Et également, ce qui nous intéresse aujourd'hui, tout ce qui va être préparation, dégrossissage du dossier, vérification du mode opératoire, et on apporte une plus-value technique sur ce qui s'est passé. Donc précisément quand le problème se situe entre, on va dire, la chaise et l'écran, nous, on va être là pour essayer de remettre du sens dans un scénario de manipulation. Ok. Et donc, de donner les éléments qui permettent à la victime de se défendre. Et donc, évidemment, crypto, parce qu'il y a 4-5 ans, la crypto a fait son entrée fracassante dans le monde de l'arnaque au sens propre. Et donc, forcément, les victimes ont besoin de solutions de défense. Et de toute façon, les victimes, maintenant, c'est de plus en plus ceux qui commencent à investir dans la crypto, qui peuvent être plus ou moins novices, qui connaissent pas les bonnes pratiques et qui se font avoir bêtement à droite et à gauche par tout type de procédés. C'est un terrain qui est très propice à l'arnaque, la crypto. Alors, oui et non. En fait, c'est propice à l'arnaque parce que c'est nouveau et à la mode. Tout ce qui est nouveau et à la mode, c'est propice aux arnaques par principe, que ce soit de la crypto, que ce soit n'importe quoi d'autre. Après aussi, comme on est sur quelque chose de relativement nouveau, les gens, les victimes, le grand public n'a pas forcément connaissance du fonctionnement normal du monde de la crypto. Et on peut avoir des personnes qui vont se faire mener en bateau de A à Z, pensant bien faire, mais qui n'ont pas les bonnes pratiques de base, et vont se retrouver à perdre leur argent, que ce soit des euros, que ce soit de la crypto ou n'importe quoi d'autre. Ok. Et après, d'un côté, les escrocs qui pensent que c'est anonyme alors que c'est pas réellement anonyme. Oui. Donc ça, c'est le bon côté aussi. C'est que des fois, ils se méfient pas, pensant que voilà, les légendes urbaines qui. Vous avez vraiment des escrocs qui sont encore suffisamment peu sophistiqués au niveau technique pour croire que la blockchain c'est anonyme. Ouais. Il y en a. De moins en moins, mais il y en a. Oui, ça, c'est des cas qu'on retrouve quand même de manière récurrente. En fait, il faut distinguer en gros 3 familles d'arnaques et d'escroqueries quand on est sur de la crypto, 3 types de familles pour perdre son argent. Il va y avoir le hack, on va dire, pur et dur, où là, c'est quelqu'un qui, de manière brutale, se fait péter ses mots de passe et se fait vider sa crypto. Voilà, ça c'est voilà. Et donc là, face à ce genre de choses, c'est de la solution technologique pour rendre le break beaucoup plus difficile, le cambriolage. Je prenne les bons termes. Pour rendre le cambriolage encore plus compliqué, il faut mettre la porte blindée qui va bien, augmenter les sécurités de la serrure. Et là, on est quelque part dans une course à l'armement entre plus le marché de la crypto va monter, plus la rémunération et la récompense sera là, et plus ça va financer le développement de techniques de casse pour pouvoir péter les mots de passe. Plus ce qu'il y a dans le coffre vaut cher, plus on invente des scénarios invraisemblables où on creuse des tunnels en dessous, où on se divise en exactement pour rentrer dans le coffre. Quoi. Voilà. Après, il y a la deuxième famille, ça va être de la catégorie, on va dire, de l'hameçonnage, du phishing, où il va y avoir une petite part de mensonge, mais pour contourner la défense. Donc l'idée, c'est de rentrer, style cheval de Troie. On a quelque chose qui permet d'avoir une brèche, qui permet de récupérer, par exemple, récupérer le mot de passe par astuce, ou alors de verrouiller le portefeuille pour pouvoir aller le siphonner. Ok. Le dernier point, et là c'est vraiment le point sur lequel nous on est spécialisé, c'est le cambriolage de cerveau. C'est-à-dire que la personne qui est le propriétaire du compte va volontairement envoyer ses actifs, ses avoirs, en pensant que c'est tout à fait légitime. C'est fait piloter à distance, là, le cerveau il est zombifié, quoi. C'est ça, exactement. Et donc là, on comprend qu'il ne peut pas y avoir de solution technique et technologique là-dessus, parce que quel que soit le degré de protection technique qui est mis derrière, que ce soit du cold wallet, du hot wallet, des systèmes de sécurisation, planquer sa phrase avec tous les mots dans un coffre, la graver dans une pierre qu'on va enterrer à 10 mètres tout sous terre dans le jardin, ça ne marchera jamais, puisque volontairement, la personne qui a le wallet va aller le vider tout seul. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens vont volontairement vider un wallet ? Enfin,
quand on entend ça, on se dit c'est quand même dingue, quoi. Enfin, alors, je vais faire, je sais bien que ça peut, voilà, mais on se dit mais il faut être un peu neuneux quand même. Qu'est-ce qui fait, parce qu'en fait ça peut nous arriver à chacun ce genre de truc. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se fait avoir? De l'ingénierie sociale, en fait, alors ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être soit un ciblage très précis de la personne pour faire croire avec une usurpation à une action qui est nécessaire de faire, ou alors une offre, une proposition d'investissement, donc participer à un projet, signer un contrat, qui est parfaitement bidon, et dans les clauses du contrat, il faut honorer des paiements, il faut faire telle ou telle action, et puis on se rend compte après coup, au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelques années, qu'en fait tout était faux. Il n'y avait pas de projet, il n'y avait rien du tout. Et tout a disparu. Donc là, il peut y avoir, alors évidemment, des projets nono, il y en a un. Hein, ça, c'est des trucs qui sont gros comme le nez au milieu du visage, ça se trouve. Mais on va avoir des choses extrêmement sophistiquées, avec des usurpations de société, avec des contrats qui sont plus vrais que des faux. Et qui vont donner une confiance mais absolument phénoménale à la personne en face. Ok. Donc des sites internet, des fausses plateformes qui sont complètement développées de A à Z et qui en fait ils n'ont aucune réalité juridique ni économique derrière. On est purement dans du jeu vidéo et il n'y a rien du tout. C'est souvent ce qui arrive dans la plupart des projets de finances décentralisées en ce moment, où le but c'est de justement contourner l'interface du site web pour mettre en fait ils reproduisent exactement la même interface des projets en question. Oui, Donc, l'usurpation, on a l'impression. Hein, c'est le classique. Ouais. Ouais, on a l'impression que c'est le vrai site web, mais sauf que le nom de domaine n'a rien à voir et dès qu'on essaye de s'y connecter, ça valide des transactions qui nous font vider nos portefeuilles. Donc oui, tu as le smart contract qui te vide ton portefeuille. Ouais, c'est ça. Le phishing moderne. C'est ça. Ouais, parce que quand on est, on va dire, sur du hacking à l'ancienne, disons qu'il faut suivre l'évolution technologique de ce qui se passe. C'est-à-dire que, là, actuellement, on est plutôt sur tout ce qui va être technologie de cold wallet, qui est, après, c'est pareil, qui est bien, mais il faut adapter aussi sa sécurisation de wallet en fonction de la menace contre laquelle on veut se prémunir. Mais ça, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. C'est-à-dire que les techniques optimales, les bonnes pratiques de 2024 ne seront pas forcément optimales en 2030 ou en 2035. Alors que sur l'ingénierie sociale, ça, il y a toujours les mêmes constantes. On est toujours sur du mensonge, on est toujours sur une asymétrie d'information entre l'escroc qui essaie de faire croire quelque chose à une personne qui du coup n'a pas toutes les billes, ne se rend pas compte qu'il a toutes les billes et du coup se fait avoir par ce biais-là. Donc là, je vois dans les commentaires, donnez-moi votre site phrase, je les mets à l'abri promis. Ça, c'est quelque chose qui pouvait passer crème sur des débutants il y a encore quelques années. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même, maintenant, on est quand même tous, même les débutants, suffisamment avertis pour pas faire ce genre de choses. Encore que je pense que ça peut arriver quand même assez facilement. Mais ça, c'est un mode opératoire qui est assez simpliste qui va disparaître. Le mode opératoire va toujours évoluer, se complexifier, mais le principe reste le même, c'est mentir pour pousser la personne à faire quelque chose. Ok. On va voir dans une minute comment est-ce qu'on peut se protéger un peu de ces arnaques-là, mais je me rends compte que j'ai oublié de saluer notre nouvelle promotion. Je suis désolé. Puisque depuis lundi, nous avons une nouvelle promotion qui s'appelle Lovelace. Est-ce qu'il y a des Lovelace dans le chat? Est-ce que vous pouvez me faire coucou les Lovelace, le fait Cardrop? Ou est-ce qu'on a les vieux de la vieille, les habitués qu'on adore aussi? Il y en a. En vrai, il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans le chat. Effectivement, ça doit certainement être des Lovelace parmi eux. Donc oui, bienvenue à vous d'ailleurs. Bienvenue à cette promotion. Et du coup, j'en profite pour vous dire un peu que
On est très très heureux d'avoir cette promo qui arrive chez Alira. On est très heureux aussi du nom qu'on vous a donné. On vous a donné le nom d'une pionnière de l'informatique. Ada Lovelace, c'est quelqu'un qui a conçu les premiers scripts, les premiers algorithmes, les premiers langages de programmation, avant même que l'ordinateur existe, au 19e siècle. Donc c'est quand même quelque chose de notable. Et voilà. Et puis la prochaine promo, mais ça, ce ne sera pas vous, ce sera les suivants, s'appelle Turing, qui est la personne qui a inventé l'ordinateur électronique tel qu'on le connaît aujourd'hui, alors qu'à l'époque, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, on n'avait que des ordinateurs mécaniques. Et d'ailleurs, l'ordinateur électrique a été inventé pour déchiffrer ce que les ordinateurs mécaniques, notamment la machine Enigma, utilisée par les nazis pour crypter leur communication. Avec l'ordinateur électrique, on a pu déchiffrer ce que l'ordinateur mécanique d'avant faisait. Et d'ailleurs, Jérémy, je t'envoie un lien, j'aimerais bien que tu le passes à l'écran pendant qu'on explique un peu ce que c'est, parce que c'est vrai que les gens, quand on parle d'ordinateur mécanique, ils ont un tout petit peu de mal à comprendre, et on va revenir rapidement sur Ada Lovelace. Ce qu'on appelle les ordinateurs mécaniques, c'est notamment par exemple la machine à différence de Charles Babbage, qui est actuellement exposé au Muséum national des sciences à Londres et qui a été mis en marche, qui a été finalisé et mis en marche à l'anniversaire de la mort de Charles. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est un point que les développeurs et les développeuses aujourd'hui doivent comprendre, c'est que les premiers ordinateurs mécaniques, notamment la machine à différence de Charles Babbage, en fait, n'ont jamais fonctionné du vivant de leur inventeur. Ça veut dire que c'était des conceptions qui avaient été théorisées. Et en fait, les méthodes de métallurgie et les méthodes de résistance des matériaux de l'époque n'ont pas permis à Charles Babbage de terminer sa machine. Ça veut dire, on est en train de parler de quelqu'un qui a imaginé ce bazar dans ses plans. On est en train de parler alors là, pour l'instant, les engrenages sont très simples, mais vous allez voir après, ça se complexifie énormément. Et en fait, Ada Lovelace a mis en place en fait des tonnes d'algorithmes, des tonnes de mécanique en fait, qu'elle n'a pas pu tester en vrai. Ça veut dire que c'est des années de recherche. Regardez-moi ça. Si ceci n'est pas le beau, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et en fait, c'est vraiment toute une mécanique. C'est la reproduction en fait de tous les cheminements de différence qui sont calculés là-dessus. Donc c'est un peu ce que votre ordinateur fait avec les microprocesseurs. Et en fait, ce sont des et quand la machine a été montée fidèle au plan et des contraintes techniques physiques que Charles Babbage n'avait pas réussi à surmonter à l'anniversaire de sa mort à Londres, elle a fonctionné du premier coup sans le moindre problème, sans la moindre défaillance. Ça veut dire, imaginez un peu l'esprit des personnes qui sont capables d'imaginer ça en plan, sans être sûr que ça fonctionne, et de dire, je vais faire des algorithmes qui vont fonctionner là-dessus et qui fonctionnent sur ce bazar. Donc on est vraiment en fait dans des esprits brillants. Et pour nous, en fait, il était important chez Alira qu'effectivement Ada Lovelace et Alan Turing soient mis à l'honneur dans des promotions, parce qu'en fait, on vit un peu dans leur monde. Il y a aussi d'autres personnes qu'on abordera à l'occasion parmi les cours qui auront dans 2 semaines, comme Douglas Engelbart qui a inventé l'interface graphique, etc., etc. Ce sont des gens qui n'ont pas fait de levée de fonds, ce sont des gens qui n'ont pas été dans des actions en bourse, ce sont des gens qui n'ont pas de compte Twitter, mais ce sont des gens grâce à qui vous avez un compte Twitter aujourd'hui. Donc voilà, c'est une façon pour nous aussi de nous rappeler qu'on s'inscrit dans une histoire, on s'inscrit dans une deuxième renaissance, dans des choses comme ça qui avancent, et c'est un peu le but d'Alira. Donc, oui, avec la team, on disait en rigolant, si Alan Turing ou Ada Lovelace avaient existé à l'époque de la blockchain, ils feraient de la blockchain ou de l'IA, l'un ou l'autre. Bien sûr. Peut-être les deux. En tout cas, ils seraient intervenants chez Alira. Voilà. Donc, la véritable question, c'est Alan Turing aurait été Cosmos ou Polkadot. C'est ça la véritable question qu'on se pose aujourd'hui. Mais ils auraient été clairement dans ces technologies-là, puisque globalement, ils ont une vision de longueur qui est assez intéressante. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Marc tout à l'heure. Je crois que c'est Marc qui l'a dit. C'est l'arnaque en fait n'est pas liée à la crypto. L'arnaque en fait est liée à ce qui est nouveau. Et en fait, les présences d'arnaques, ce ne sont pas une maladie, ce sont des symptômes de l'innovation. Si vous avez des arnaques, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est nouveau, c'est un symptôme. Donc, voir les arnaques comme étant les symptômes d'une innovation et pas une maladie est quelque chose qui vous permet d'aller en avant. Donc, s'il y a un secteur où il y a des arnaques, c'est que c'est innovant. Réfléchissez un peu à ça. Comment on fait du coup, Marc et Yann, pour se prémunir au maximum contre ces arnaques? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la surface d'attaque? Alors, pour réduire la surface d'attaque, déjà, il faut apprendre les bonnes pratiques les plus à jour du moment.
Donc, faut pas hésiter à se renseigner, se forcer, même si c'est un domaine qui est pas forcément très. Enfin, quand on rentre dans la crypto, souvent on y va avec de l'enthousiasme, avec de l'envie, et passer par ce petit détour qui est absolument indispensable de regarder et qui peut être un peu austère et un peu ennuyant de voilà comment je sécurise mes actifs. C'est de toute façon c'est totalement indispensable, et surtout d'être à jour par rapport à ce qui se fait maintenant. C'est-à-dire que quand on cherche des informations sur ce genre de choses, pas regarder des informations d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans. Enfin, il y a 15 ans, c'est compliqué, mais il y a 2-3 ans ou il y a 5 ans, parce que ça évolue et la menace évolue en permanence de toute façon. Donc il va y avoir les protections de base qui vont être la protection matérielle, protection logicielle, on va dire plutôt dans le dur, mais surtout ça va être tout un ensemble, on va dire des bonnes pratiques de comportement sur Internet et de cybersécurité, où faut faire attention à pas cliquer sur n'importe quoi, pas interagir avec n'importe qui, et surtout, dès qu'on commence à parler argent ou à faire des choses économiques, il faut vraiment se poser les bonnes questions de qui sont les interlocuteurs. Qui sont-ils ? Et si c'est trop beau, c'est que c'est trop beau. Ouais, si c'est trop beau, c'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est qui sont les interlocuteurs ? C'est est-ce que j'ai une preuve qui sont réelles ? Est-ce que je peux vérifier, contrôler si j'ai une proposition, si j'ai quelque chose en face de moi ? En fait, une grande partie de la sécurisation ne va pas venir du monde crypto en lui-même, ça va être de venir de tout ce qu'il y a autour de l'opération crypto qui permet de donner un sens à l'opération et à ce qu'elle est censée être faite. Et surtout, quand on a un doute, se dire, bon là, je ne sais pas, admettre qu'on ne sait pas et chercher de l'info. C'est parce que ne faut pas oublier que l'escroquerie, c'est d'une de la confiance, et c'est surtout une asymétrie d'information. Donc il faut se remettre au niveau par rapport à la personne qui est en face. Et là, là après, quand on est à niveau, là, raisonnablement, ça devient beaucoup plus difficile de se ravoir. Ouais, c'est exactement, exactement. Ouais. En fait, le plus gros danger, ça vient pas forcément de la sécurité des applications, mais des personnes qui les utilisent. En gros, enfin, c'est même avec une ledger, à partir du moment où on signe des transactions malicieuses, on est foutu quand même. Donc, ça dépend ça dépend de quel portefeuille on utilise. Voilà, si on utilise un wallet en ligne, ou alors si on utilise un wallet hors ligne comme Ledger, ça dépend de ce qu'on utilise sur nos navigateurs aussi, parce que même si même en fonction des sites web, il peut y avoir des événements imprévus. Donc ouais, je vais reprendre l'exemple de la voiture. C'est que la première cause de pollution, c'est pas la consommation de carburant de la voiture, c'est le conducteur. Parce que un conducteur a beau conduire la voiture la plus écologique qui soit, s'il conduit comme un bourrin, il pollue quand même. Donc dans la crypto, c'est pareil. La sécurité dépend des pratiques qu'on adopte ou pas. Ouais, complètement. Alors, vous allez, pour nos apprenants d'ailleurs, vous allez voir dans la formation que vous suivez chez nous, un ensemble de bonnes pratiques de sécurité qui sera adapté aux situations des uns des autres. Mais très clairement, c'est un sujet énorme. Daniel, je me souviens que tu m'as dit que tu avais lancé un petit test sur un wallet qui s'appelle Rabbit. Qu'est-ce que tu peux nous en parler et nous dire peut-être en quoi c'est un wallet qui peut aider sans doute les utilisateurs? Alors ça c'est moi je l'ai installé il n'y a pas très longtemps. J'ai été très MetaMask pendant une longue période. Alors j'ai 8 wallets dans mon navigateur, parce que je suis quasiment sur tout ce qui est intéressant de tester, parce que je suis très curieux. Et on m'avait beaucoup parlé de Rabbit. C'était beaucoup les intervenants de DeFi qui ne juraient que par ça. Pour illustrer un tout petit peu Rabbit, la particularité c'est que c'est mis en place par la même entreprise que des banques. Et ils font des simulations, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas faire des transactions, ils vont simuler ce qui va se passer, ce qui veut dire que s'il y a une couille, tu vas voir qu'il y a une couille. Déjà, c'est plutôt bien mal. Donc, ils simulent en fait ce qui va se passer et peuvent te prévenir. Et surtout, en fait, ce qui est très intéressant,
c'est que puisque ça a été conçu avec des banques, enfin c'est la même entreprise, en fait il a un UX et une ergonomie, c'est pas une publicité, hein, c'est pas un conseil d'investissement que je fais, mais il y a une UX et une ergonomie qui est extrêmement rafraîchissante. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de passer d'une chaîne à une autre, vous voyez effectivement l'ensemble en fait des actifs que vous avez sur une même adresse, vous pouvez et défiler ainsi comme ça. Vous pouvez voir en fait toutes les transactions qui sont passées chaîne par chaîne. Globalement, moi je suis tombé dessus, je suis assez plutôt content. Donc je vous encourage, hein, si d'aventure vous avez envie de tester. De ce que j'ai entendu, ils ont commencé à mettre un petit système de airdrop avec des points. Gaëtan en a fait l'annonce il n'y a pas très longtemps dans le Discord d'Alira. Donc plusieurs choses à savoir. La première, c'est qu'effectivement tout le monde chez Alira doit savoir utiliser MetaMask parce que ça reste quand même le wallet de référence utilisé de manière perpétuelle dans l'industrie. Néanmoins, soyez curieux, soyez ouverts et testez de nouvelles choses. Hein. Faites un peu comme moi. Et globalement, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec. Ouais. Si vous voulez mon avis sur la question, je pense qu'il est important de comprendre MetaMask pour savoir qu'il faut utiliser Rabbi en fin de compte, parce que tout est tellement mieux sur ce wallet en pratique. Alors il y a aussi un point, c'est Gaëtan en parlera beaucoup plus, peut-être qu'on fera peut-être une petite chronique spéciale wallet à l'occasion. Il y a des choses que tu peux faire sur MetaMask que tu peux pas faire sur Rabbit. Ça veut dire, nonobstant son côté un peu austère, MetaMask a quand même l'avantage de pouvoir faire des opérations, des paramétrages extrêmement précis dans les gaz, dans les nonces et les choses comme ça, qu'on ne peut pas faire sur des wallets qui ont pris plus le pari d'améliorer l'expérience utilisateur. Mais néanmoins, effectivement, pour débuter, pour pouvoir utiliser les choses, c'est vrai quand même que c'est un outil qui me semble un tout petit peu plus confortable. Ouais, en tant que développeur, c'est d'accord avec toi, Daniel. Ouais. En tant que développeur, MetaMask reste plus intéressant, mais en tant qu'utilisateur, Rabbi est absolument incontournable. Ne serait-ce que pour la simulation des transactions, ça a sauvé énormément de monde. Donc Dans le chat, rien que pour- Dans le chat, ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous utilisez comme wallet. Si vous pouvez me dire dans le chat un peu ce que vous utilisez un peu au quotidien pour sécuriser vos actifs. C'est un wallet quel impact ça a pour vous, Marc et Yann, les différents types de wallets qui peuvent être utilisés, ou est-ce que vous avez des recos par rapport à ça? Disons qu'en fait, en général, nous, malheureusement, on arrive après coup. C'est-à-dire qu'une fois que le drame est arrivé. Donc, à notre niveau, quand on va traiter des dossiers, peu importe ce qui a été utilisé. Ça ne change pas grand-chose pour la suite des opérations. Sachant que nous, spécifiquement, l'essentiel, la quasi-majorité de nos dossiers, c'est du cambriolage de cerveau. Donc, ça part directement de l'exchange. Généralement, ça part directement de l'exchange. Ouais, ça part d'un wallet centralisé, mais là, peu importe d'où ça part, quoi, ça part. Ça a été un envoi volontaire de la victime à la base. Ok. Et donc oui, quand ça part de l'exchange, de toute manière, à partir du moment où c'est, comme tu dis, un cambriolage de cerveau, c'est de toute façon, tu pourras utiliser. Mais on a tous les cas de figure. Hein. Ça part de l'exchange, ça peut partir d'un hot wallet, d'un cold wallet. Il y a de tout. Ok. Allez, du coup, je vous propose de passer à notre deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est l'analyse des flux on-chain. Si j'ai bien compris, c'est aussi quelque chose que vous proposez. On discutait tout à l'heure sur le fait qu'apparemment, il y a encore des arnaqueurs qui sont suffisamment peu sophistiqués pour imaginer que les blockchains sont des environnements anonymes. Alors, je pense que là, tout le monde dans le chat est au courant que les blockchains ne sont pas anonymes. Hein. On a une audience qui a un niveau de sophistication assez élevé. On va reprendre le terme pseudonyme, parce que souvent, c'est ce que les gens disent. C'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Exactement. Sauf si vous utilisez Monero, mais après on va me dire que je parle de Monero à chaque chronique et que c'est pas bien. Donc, ça va commencer à être suspect. L'anonymat, c'est pas bien. J'arrête là. Mais blague à part, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour analyser les flux on-chain et pour essayer de qualifier un peu les flux on-chain sur cette base de données ouverte qu'est la blockchain?
Alors, faut bien voir quand on fait de l'analyse on-chain, la question c'est de savoir quel type d'analyse, pourquoi faire, dans quel objectif. Nous, l'objectif de l'analyse, c'est de fournir de la donnée, de l'information qui va être utilisable dans des procédures, que ce soit procédures pénales pour les services de police ou autres, ou pour un avocat qui va engager après des actions contre une cible très spécifique. Donc, je vais prendre sur les escrocs qui ne sont pas forcément sophistiqués. Là, cette semaine, on a voulu travailler sur un dossier dans lequel une personne s'est fait voler un bitcoin. Avec une ingénierie sociale assez... Oui, c'est une somme ronde, hein, autant on va pas s'embêter. Avec une technique d'ingénierie sociale assez primitive qui était de dire, bah voilà, il y a un très beau projet d'investissement, on est en train d'engager une procédure. C'est un projet qui est d'ampleur. Maintenant, pour tester, pour voir si vous êtes sérieux en tant qu'investisseur, envoyez un bitcoin, vous verrez bien. Donc évidemment, il m'envoie son bitcoin et puis derrière, il n'y a plus personne, plus de son d'image. Et derrière, on commence à regarder ce qui s'est passé. Et là, quelque part, on était un peu déçus quand on a voulu faire notre analyse on-chain parce que ça a été encaissé directement sur un wallet d'exchange qui appartient à l'escroc. Donc, j'avoue qu'en 2020, je suis encore surpris que ce genre de choses puisse exister. Donc cela dit, l'attaque n'était pas très élaborée non plus, hein, donc à un moment donné. Oui, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Donc après c'est un ensemble, hein, tout va ensemble. Donc nous, ce qu'on va faire en termes d'analyse on-chain, donc on va regarder ce qui a été volé. Et puis, on va remonter ça dans la blockchain pour essayer de comprendre déjà la structure, la sophistication de ce qui a été fait. Et tout dépend du type de situation. Quand on va être sur un cambriolage avec du casse de mots de passe ou quand on va être avec quelque chose qui est fait contre la volonté du propriétaire du wallet, c'est-à-dire que vraiment on est souvent sur des gens qui savent ce qu'ils font, qui vont utiliser des choses un petit peu exotiques, avec des techniques un peu compliquées de masquage des flux, de mixing, ils vont faire des swaps. Et on va se retrouver sur des choses qui, parfois, qui vont être qui vont être très chronophages, très compliquées, très longues à tracer, à décrypter. Et le but, nous, de l'analyse on-chain, c'est de retrouver quelle a été l'intention de blanchiment de la personne qui a pris les fonds. C'est-à-dire se remettre à sa place et réinterpréter les actes qu'il a commis pour pouvoir partir avec le magot. Et à contrario, quand on est sur des opérations plus de social engineering, où c'est vraiment le cambriolage de cerveau, pour donner beaucoup plus de crédibilité, les escrocs en face vont avoir tendance à utiliser des choses très mainstream, très grand public. Ils vont rester sur du Bitcoin, ils vont être sur du USDT, ils vont être sur des choses qui sont pas vraiment suspicieuses. Parce que s'ils vont tout de suite sur un token hyper exotique, hyper pointu, là déjà, ça rend le scénario de manipulation beaucoup plus compliqué de la part de l'escroc à mettre en place. Et deuxième point, c'est que derrière, nous, ce qu'on voit dans les dossiers qu'on traite, c'est que essentiellement l'argent est blanchi relativement rapidement et récupéré sans trop attendre. C'est-à-dire que ça prend quelques jours, 1 ou 2 semaines maximum, et derrière, ils le reconvertissent s'ils repartent avec sous forme d'euros, de dollars, de n'importe quoi d'autre. Mais ça sort de la crypto, c'est plus de la crypto et c'est des techniques de blanchiment tout à fait classiques. Et donc là, les personnes vont être confrontées à un problème de liquidité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut être capable d'avoir le bon opérateur qui est en mesure de fournir 1, 2, 3 millions d'euros ou de dollars cash contre de la crypto. Et donc, si on va sur des choses qui sont un peu exotiques et un peu hors normes, tout de suite, ça devient compliqué d'avoir un opérateur qui est prêt à donner ce genre de fonds sans trop se poser de questions. Donc, parce que là, du coup, on va être avec une interaction dans le monde réel. Et du coup, les 2 millions d'euros en cash, en billets ou en je sais pas quoi, forcément, ils proviennent de quelque chose, ils proviennent de quelque part. Est-ce que c'est du bancaire? Est-ce que c'est des billets? Voilà. Et si c'est des billets, des problèmes de logistique classique, hein, ça vient dans un sac, dans une valise, on les met sous le canapé, on les met dans le frigo, on en fait quoi? Donc c'est là où il y a des interactions. Et dans les dossiers sur lesquels on travaille, on se rend compte que ça va être, il y a tout un écosystème économique avec l'équipe commerciale entre guillemets qui elle va être en charge de
de l'opération commerciale qui consiste à piquer l'argent. Et il peut y avoir des équipes plus ou moins spécialisées, plus ou moins structurées, d'organisations de malfaiteurs, qui, elles, vont être spécialisées dans le blanchiment ou à faire certains types d'étapes vraiment très spécifiques sur le blanchiment. Ok. C'est quoi les outils que vous utilisez du coup pour retrouver les informations on-chain? Alors, on va utiliser plusieurs types d'outils. Donc déjà, pour des grossiers, on commence à regarder les choses un peu relativement faciles. On va faire des vérifications de base, un petit peu comme ce que tout le monde peut faire sur des outils gratuits. Okay. Donc là donc ça va être du Etherscan, des choses comme ça. Ouais, alors Etherscan, oui, évidemment. En fait, ça, on l'utilise déjà pour vérifier les déclarations de la victime. C'est-à-dire qu'au début, on se demande, est-ce que la victime est réellement victime? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'il n'y a pas un loup déjà de ce côté-là? Ou est-ce qu'il n'y a pas des éléments de scénario dans le scénario? C'est-à-dire quelqu'un nous dit, voilà, j'ai envoyé ça, mais est-ce que c'est réel? Donc, on va commencer par ce type d'outil. Après, on va essayer de creuser avec des outils un petit peu plus élaborés. Donc là, dans les commentaires, quelqu'un parle de Bubble Map. Il y a Bubble Map, il y a Arkham qui permet déjà donner un petit peu plus de sens auprès des opérations. Et après, nous, on utilise une solution qu'on a acheté, qui est beaucoup plus professionnelle, qui nous permet vraiment d'avoir une analyse complète de flux avec certaines limites. Hein. C'est pas quelque chose qui est idéal, sachant que par le passé, on avait commencé à développer notre solution maison en interne. Donc, on a passé 1 an et demi, 2 ans à faire du développement. Donc, j'ai commencé à faire la programmation de l'algo avec l'équipe informatique qu'on avait. Okay. Et puis devant l'explosion des coûts de développement pour avoir quelque chose qui s'adaptait à la menace, hein, puisque les escrocs sur lesquels on était se sophistiquent, finissent par apprendre 2-3 bricoles sur la blockchain quand même. Bon, ils ne sont pas encore allés chez Alira, du moins j'espère pas, avec un faux prétexte. Et puis on voit que voilà, il faut tout le temps adapter l'obus et la cuirasse pour pouvoir avoir ce qu'il faut. Et donc c'est là où on a pris des solutions professionnelles beaucoup plus poussées et beaucoup plus chères, hein, parce que c'est un budget assez colossal d'avoir un outil. Ok, intéressant. Donc on récupère des données, après on va les interpréter, on va les analyser, on va voir est-ce que c'est pertinent et on va éventuellement compléter avec différents types d'outils par derrière. Ok, top. Alors pour vous présenter un peu un outil possible pour faire ça, les gens du chat, alors évidemment, je pense que vous connaissez tous Etherscan. Et si vous ne connaissez pas, vous allez connaître dans la formation très bientôt. Très rapidement. Mais hop, je voulais vous mettre du coup un autre outil qui s'appelle Arkham. Et du coup, j'ai pris l'exemple de alira.eth, l'adresse d'Alira. Voilà, donc vous pouvez avoir accès évidemment à tous les flux. Donc c'est une présentation, c'est des informations elles sont présentées un peu différemment de ce que vous avez sur Etherscan, hein, mais on ne réinvente pas la roue, puisque de toute façon, c'est des informations qui sont on-chain, donc il n'y a pas de nouveauté. Donc, évidemment, vous avez les actifs, évidemment, vous avez les transactions, vous avez la variation de ce qu'il y a sur l'adresse, et de manière assez rigolote, vous avez... ah merde, je l'avais tout à l'heure. Bref, vous pouvez voir dans quel exchange est-ce qu'Alira dépose ses actifs. Donc, Kraken et Binance, sans surprise. Vous pouvez voir de quels exchanges viennent les retraits qui sont faits vers Alira. Binance, FTX. Donc ça, c'est en gros les gens qui ont payé Alira. On peut savoir qu'ils les ont payés, en tout cas certains d'entre eux, depuis FTX. Apparemment, c'est marrant. Un peu de... Juste à temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils ont fait une bonne affaire, hein, parce que je peux te dire que ceux qui n'ont pas payé depuis FTX, qui ont encore leur sous sur FTX, ils n'ont plus leur argent et ils n'ont pas de formation chez nous. Donc c'est double peine. Hein. Des banques le proposent aussi, complètement. Ouais. Complètement. Et vous avez ensuite, vous pouvez avoir une vision comme ça, hop, où vous avez l'ensemble des adresses avec lesquelles Alira interagit. Donc, par exemple, vous pouvez voir qu'on a un Ethereum Name Service et effectivement, je vous confirme qu'on a un ENS avec Alira.eth. Enfin bref, voilà, vous pouvez comme ça explorer les adresses, suivre les adresses et effectivement qualifier les flux et comprendre un peu où vont les choses. Bon, là, j'ai ouvert le truc de l'ENS, donc il y en a forcément beaucoup. Mais voilà, ça permet de...
Voilà, donc la prochaine fois que vous tombez sur un moldu qui vous explique que la blockchain c'est opaque, bah, vous avez qu'à lui montrer cette opacité-là, d'accord, et ça servira déjà d'exemple. C'est ça. C'est ça. Arcam est payant. Non, il faut créer un compte. Mais en tout cas, là, ce que je vous ai montré là n'est pas payant. Alors après, peut-être qu'ils ont du freemium, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez voir tout ça là, et puis vous pouvez paramétrer des alertes. Enfin bref, vous pouvez faire des petites choses sympathiques. Qu'est-ce que vous utilisez pareil dans le chat? J'imagine que c'est du Etherscan qui est utilisé très principalement. On précise aussi que ceci est une démonstration non sponsorisée. Hein. On n'a pas reçu un centime de Arcam. Hein. C'est simplement qu'on est tombé sur des. Et d'ailleurs, on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on est tombé sur un outil qui est très intéressant. Pareil pour Rabi, hein, parce que je me suis rendu compte que j'ai dit du bien de Rabi. On n'a rien reçu de leur part. C'est simplement qu'effectivement, on tombe sur des choses intéressantes et on vous en parle. C'est tout. C'est ça. On a le chat là, Vortas qui demande est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent voir Broker Defense? Je ne connaissais pas avant, dit-il. Vous avez combien de clients Alors, spécifiquement sur les problématiques crypto, on a une dizaine de demandes par mois à peu près. Ouais. Tout type de demande, mais c'est en augmentation assez forte. Okay. C'est en augmentation assez forte. Et là, les nouveautés qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir beaucoup plus de sophistication et beaucoup plus de choses un peu plus compliquées qu'on ne voyait pas forcément avant. Donc, est-ce que il y a une saisonnalité également. Il y a une saisonnalité. Ah, c'est marrant, ça. Effectivement, pendant les bull runs, bah oui, forcément. Oui. Est-ce que tu serais d'accord, je t'ai pas prévenu, je m'en veux un peu, j'aurais peut-être dû te prévenir avant de poser la question, mais est-ce que tu serais d'accord pour faire une petite simulation là en direct où tu m'appelles et tu me fais comme un scénario, comme ça les gens peuvent se représenter, tu vois, on fait une espèce de démonstration d'à quoi ça peut ressembler un scénario t'essaies de me hacker le cerveau. Alors bon. Alors là, quelque part, je l'ai fait en partie avec mon exemple où je disais là, il y a un super projet d'investissement, on envoie la plaquette, le pitch qui va bien, un projet start-up où ça va être une levée de fonds. Ça, on est dans le cadre, par exemple, de la fausse levée de fonds. Où ça va être une levée de fonds à 2, 3, 4 millions d'euros sur un projet rémunérateur à 200, 300, 400% sur quelque chose. C'est la fausse ICO innovant. Éventuellement, par exemple, oui, fausse ICO. Oui, voilà, fausse ICO. Alors ICO ou pas forcément, hein, parce que là, le cas en particulier, c'était un projet tout à fait classique dans le monde réel. Oui, après, ils s'adaptent aussi à la cible. Hein. Si ce sont des personnes qui ne sont pas dans la crypto, ils vont te vendre une introduction en bourse de Tesla. On a eu du Porsche. Enfin, voilà, ça peut être de l'action classique. Alors, ce que je suis en train de voir le plus souvent sur Twitter, c'est surtout les fausses annonces d'airdrop où en gros ils disent qu'un token du projet est déjà lancé et qu'on peut le récupérer dès maintenant, mais sauf que l'équipe officielle n'a absolument rien déclaré et quand on clique sur la fausse annonce, bah, ça nous force à faire des transactions un peu cheloues. C'est surtout ça qu'on voit en ce moment. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, donc on a ça. Ouais. Ok. Oui, bah, l'exemple, oui, effectivement, dans le chat, je viens réparer le chauffage, j'aurais besoin de votre pin ledger. Bah oui, c'est un peu ça. c'est tout à fait ça. Ok. Donc méfiance. Quand on vous propose des trucs, vérifiez sur les sources officielles. Et puis peut-être attendez aussi, si le truc paraît vraiment incroyable, attendez 15 minutes parce que des fois les sources officielles, les comptes Twitter, ils se font pirater. Suivez mon regard à la sec. Mais en vrai, il y a beaucoup de comptes Twitter qui peuvent se faire pirater. Donc là-dessus, méfiance, grande méfiance. C'est vrai qu'avec tout ce qui existe maintenant, il y a beaucoup de possibilités de vérifier effectivement entre les réseaux sociaux, etc. S'il y a des teams, quand ils font miroiter des membres, des teams hyper. Tu peux tout vérifier effectivement, les comptes Twitter, les différents réseaux, les sites. Ça prend un peu de temps, mais
Ça peut te sauver, ça peut te faire des économies. Un petit Ah, peu. exactement, ouais. Et d'ailleurs, une autre astuce pour tous ceux qui nous écoutent, activez l'authentification à 2 facteurs. Parce que si vous le faites, vous serez mieux sécurisé que la SEC. Rien que ça. Donc, Et alors, quand vous faites de merci de parler de ça, Virgile, parce que du coup, ça me permet d'ouvrir sur un autre sujet. Quand vous faites de la 2FA, si possible, vraiment, essayez d'éviter la 2FA sur la base de votre numéro de téléphone. Et faites de la 2FA avec les applications d'authentification type Google Authentificator. Ouais. Il y en a d'autres, hein, parce qu'effectivement, le SMS, Kutaka en parle là dans le chat, il y a un truc qui s'appelle le SIM swap. C'est quoi un SIM swap? C'est en fait une usurpation d'identité dans laquelle je prends mon téléphone ou mieux encore, je débarque chez un opérateur Orange, je dis « Ah, je suis désolé, je suis Daniel Villamontero. Oh là là, je me suis laissé pousser de la barbe. Hein. Je pars en vacances, là, mon avion part dans 2 heures. J'ai perdu mon téléphone. Il faudrait me refaire une carte SIM sur ce nouveau téléphone. » Et en fait, pour vous attaquer, j'attaque l'opérateur en usurpant votre identité auprès de l'opérateur. Ça se fait notamment beaucoup aux États-Unis. En France, on le voit un peu moins, mais aux États-Unis, on l'a énormément vu. Et ensuite, je récupère une carte SIM avec votre numéro dans mon téléphone. Et le temps que vous vous en rendiez compte, je prends possession de votre compte Twitter. Et si vous êtes un influenceur, un dirigeant de grosse société, un patron de la SEC, par exemple, toute ressemblance avec la réalité est fortuite, hein, évidemment, hein, vous avez bien compris. En fait, du coup, je peux publier à votre place des trucs, et le temps que vous fassiez un démenti, que vous récupériez le contrôle sur votre carte et compagnie, en fait, il s'est passé un quart d'heure, et donc il y a toute une série de gens qui se sont fait avoir. Donc, même là-dessus, même si ça vient d'un compte officiel, si le truc a l'air ouf ou bizarre ou machin, laissez passer un quart d'heure, laissez passer 20 minutes, laissez le temps aux gens de réagir pour vérifier qu'en fait, ils ne se sont pas fait attaquer. Et par pitié, les 2FA, évitez. Je sais qu'il y a des services qui ne proposent pas d'autre solution que de faire les trucs par SMS. Et à chaque fois, j'ai envie de débarquer chez eux avec de leur casser les genoux comme ça, là, en leur expliquant, mais tu prétends faire de la sécurité. J'en sais rien si la SEC a subi un swim swap, mais c'est une attaque très classique. Et contre laquelle tu ne peux pas te protéger, en fait, parce que c'est ton opérateur qui est attaqué, c'est pas toi. Donc, la seule manière de te protéger de ça, c'est d'éviter d'utiliser le téléphone pour te sécuriser, parce que c'est pas un moyen qui a été conçu pour sécuriser les applications, c'est un moyen qui a été conçu pour appeler des gens. Pour sécuriser, ce qui a été conçu, c'est Google Authentificator, éventuellement des clés spéciales physiques que vous activez en physique sur votre ordi. Mais même sans aller jusque-là, ils ont confirmé le swim swap. Ah merci, j'avais pas le... Voilà, tu vois, en fait, l'attaque est tellement classique il y avait de toute façon une chance sur 2 pour que ce soit ça. Voilà, donc voilà. Clé YubiKey, 100%. Ça, c'est aussi une bonne manière de vous sécuriser et d'éviter qu'il vous arrive des bricoles. Ok, on va parler du 3e et dernier sujet. On va vous parler de Mistral IA, l'IA à la française. Alors, c'est une start-up, une jeune start-up française qui a récemment atteint le statut de licorne, qui a levé 385 millions d'euros, ce qui est une levée absolument record dans l'écosystème français. Hein. En France, on n'a pas l'habitude de voir des montants comme ça sur des levées de fonds. Aux États-Unis, ce serait normal, tu vois, ce serait juste un autre jour à Wall Street. Mais en France, on n'a pas l'habitude de voir des levées à ce niveau-là. Donc, hyper enthousiasmant. Et avec une philosophie qui est aussi assez intéressante hein, du côté de Mistralia. Je crois que, Daniel, tu as un peu regardé la profondeur philosophique du Ouais, au-delà de la philosophie, enfin, tu sais, il y a braquage à l'italienne, et là, c'est lié à la française. Enfin, il y a un truc qui est juste mystique. Déjà, bon, c'est effectivement 3 jeunes Français, donc c'est très cocorico, donc on va quand même pas se plaindre de ça. Ils ont levé effectivement une certaine somme d'argent. Pour information, comment
Une somme certaine même. Une somme certaine, voilà. Et en l'occurrence, le modèle en fait qu'ils ont principalement mis en avant, qui est le Mistral 7B, 7B pour 7 milliards de paramètres. Alors ça a l'air beaucoup, 7 milliards de paramètres, mais en fait pour un LLM, 7 milliards de paramètres, c'est peu. C'est les versions poids léger. Vous savez, dans la box, vous avez poids lourd, machin et tout, c'est la version poids léger. 7 milliards de paramètres, ça veut dire que ça peut tourner sur un iPhone un peu nerveux ou un PC. D'accord. Donc c'est un modèle, un large modèle de linguistique qui peut fonctionner sur un ordinateur. Tu n'as pas besoin d'avoir une bécane avec 18 cartes graphiques dans une Silicon Valley. Bon. Donc là, c'est déjà quelque chose d'intéressant et philosophiquement, c'est très intelligent parce que globalement, l'une des philosophies dans ce genre d'industrie, qui pour le coup est remise en question aujourd'hui, c'est de se dire on va faire de plus en plus de paramètres, ton deep learning est de plus en plus bestiaux, et donc comme en fait ton arbre de deep learning est de plus en plus gros, d'une certaine arbre est un abus de langage, tes réponses seront meilleures, ton apprentissage sera meilleur. Et en fait, eux, ils sont dans une logique assez différente, c'est qu'ils ont sorti un modèle en 7 millions du paramètre qui a battu sur les différents benchmarks. On parlera de ce que sont les benchmarks pour ce modèle-là. La solution de Llama, qui est la solution de Facebook, qui elle est à 70 milliards. Donc c'est quand même quelque chose qui est 10 fois plus petit dans son paramétrage, qui bat quand même quelque chose qui a déjà pignon sur rue. Donc ça, c'est déjà un point qui, rien que pour ça, il mériterait déjà d'être exceptionnel. Et moi, ça m'a plu beaucoup parce que on rentre dans un aspect philosophique, puisqu'on va aborder cet aspect-là, qui est que pendant très 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 longtemps, on avait des économies d'échelle pour l'informatique. L'économie d'échelle pour l'informatique, c'était qu'avant, tu avais la logique du mainframe, donc tu avais un gros ordinateur et tu avais des gens qui branchaient des terminaux derrière, donc des écrans, un clavier, une souris beaucoup plus tard, parce qu'au début, il n'y avait pas d'interface graphique. Mais globalement, les gens, les bureaux, les gens, les entreprises, bossaient tous sur un même ordinateur et se connectaient avec un login mot de passe avec leur clavier. Tout ceci parce qu'en fait, l'économie d'échelle faisait que c'était intéressant d'avoir un gros ordinateur. Et quand on a dit que les gens allaient avoir des ordinateurs chez eux, c'est devenu comme une espèce de lubie technologique complètement hors sol. Personne ne pense avoir une centrale nucléaire chez lui. Personne ne pense avoir une station essence chez lui. Personne ne pense avoir un hôpital chez lui. Il y a des choses qu'on centralise pour des... Le patron d'IBM disait qu'il y avait un marché peut-être pour 4 ou 5 ordinateurs sur Terre, quoi. Voilà, ça veut dire que la logique, le service de calcul, donc le fait d'accéder à une capacité de calcul et de stockage, était pensé de manière industrielle, mutualisée, comme une centrale électrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre centrale électrique dans l'appartement, on est tous reliés à un gros machin parce que c'est plus simple de faire un truc gros pour plusieurs. Donc quand Steve Jobs et effectivement d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas que lui, notamment je parle aussi à Wozniak, se disent l'ordinateur de bureau, l'ordinateur de maison, c'est la centrale nucléaire de maison, d'accord. Il faut bien que vous compreniez que mentalement pour les gens, c'était ça. Et en fait, l'IA a été pensée de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est les chats GPT, c'est une grande interface, c'est un gros machin, ça mange beaucoup, ça prend de la donnée et on se branche dessus comme une centrale électrique. Pas cette fois-ci pour avoir du calcul ou de l'électricité, mais pour avoir une réponse recompilée. Et bien là, Mistral change un peu la donne. Et il propose effectivement des solutions qu'il appelle Tiny, entre guillemets. Bon, le Tiny est quand même assez costaud, mais fonctionne sur un ordinateur. Et en fait, déjà explose certains modèles propriétaires qui sont actuellement dans le marché et qui sont utilisés de manière industrielle. Donc rien que ça rebascule les cartes parce que beaucoup d'entreprises vont pouvoir se dire on peut avoir notre propre modèle chez nous, puisqu'un gros ordinateur suffirait. On n'a plus donc ces problèmes de fuite de données. Ça veut dire que ça pourrait mouliner nos mails, ça pourrait mouliner nos données sensibles, sans pour autant faire en sorte que ça finisse dans les serveurs d'une autre entreprise. C'est quand même pas rien. Et au-delà de ça, ça aura de l'apprentissage entièrement spécifique à ce qu'on a nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est vraiment dans une espèce de changement de paradigme qu'on pourrait effectivement voir avec l'arrivée de ces nouveaux produits. Et pour finir, au-delà de ce côté politique, au-delà de ce côté repositionnement de où se trouve l'outil, il y a aussi un truc très con. Vous savez que dans le Web3, on est très annonce. D'accord. Le Web3 est peut-être l'un des rares secteurs où les 3/4 de ce que les gens annoncent ne sont pas encore faits, Il y a des gens qui annoncent des partenariats alors qu'ils ne sont pas encore mis en place. Il y a des gens qui annoncent on a fait ça alors que ce n'est pas encore fait. Ça, c'est très très classique dans le Web3. Daniel, je ne peux pas croire qu'une telle chose soit vraie. Non, tu dois parler d'un autre écosystème, mais pas du nôtre. Voilà. Et en fait, Mistral,
Bah, c'est exactement l'inverse. Alors moi, je vous proposais un petit jeu. Je vais vous donner le lien Twitter je vais vous communiquer le lien Twitter de l'animal en question. Ah Attendez, oui. et en fait, c'est très sincèrement, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire qu'en fait, moi, on me dit, voilà le truc. Moi, je dis, mais c'est un scam ton machin. Vous allez voir. Je vais vous communiquer tout à l'heure. Je me suis abonné et en fait, on est dans quelque chose qui. Alors, ça a levé bien sûr une somme colossale. Alors, je vais vous le mettre dans le chat privé, comme ça vous pourrez le communiquer. Abonnez-vous. On vit de l'histoire, mesdames et messieurs. Hein, c'est pas voilà. Et en fait, vous arrivez. Donc 60 000 personnes, donc c'est assez peu. 0 abonnement. Genre Twitter, c'est que pour cracher de l'info. Hein, on n'a rien à foutre. Donc 0 abonnement, déjà c'est assez rare pour être souligné. Une petite description, mais vraiment, on casse pas 3 pattes à un canard. 3 publis en un an. Allez, on dit mieux. Même leur logo, il a été fait avec un word art sur Microsoft Office. Ça veut dire ils ont peut-être l'équipe marketing la plus claquée au sol du 21e siècle. Il faut vous dire les choses clairement. Et regardez alors déjà ils annoncent en disant voilà, il y a 3 bonhommes qui se taguent. On va faire un truc qui va changer le monde. Puis les 2 autres communications, ce sont des tokens de torrent. Il y a même pas un smiley pour dire va télécharger. Va télécharger, les gens téléchargent, ils se retrouvent. Débrouilles. Tu te démerdes. Ils vont sur BitTorrent, ils récupèrent leur machin, ils l'installent chez eux, mais comme si c'était un logiciel de scam. Moi j'ai l'impression que c'est un torrent c'est un cheval de Troie qu'on me balance là. Hein. C'est pas voilà. Ils installent, ils testent et ils se rendent compte que le petit machin qui tombe sur eux massacre déjà en utilisation des solutions sur le marché en API qui sont parfois payantes. Donc il y a quelque chose en fait dans cette épopée, parce que pour moi c'est vraiment une notion d'épopée qui a quelque chose de romanesque. Moi je trouve ça, mais c'est pas le braquage à l'italienne comme je disais tout à l'heure, c'est lié à la française. Donc déjà pour moi ça c'est je suis très content d'en parler, même si je ne comprends pas tout comment ça fonctionne techniquement, parce que l'histoire est magnifique. Et pour finir, en fait, l'un des points aussi qui est vraiment intéressant, c'est que ça fait du bien aussi de se dire qu'on a des gens extrêmement intelligents dans notre système, dans notre système éducatif français. Ça fait plaisir de se rendre compte que tout n'est pas américain et qu'à un moment donné, peut-être que cette puissance nucléaire qu'est la France aura peut-être son mot à dire dans le monde numérique pour un temps soit peu qu'on lui laisse faire. Voilà. Et un dernier mot sur la stratégie marketing de Mistral. Enfin, c'est clair que c'est vraiment l'expérience anti-marketing par excellence. Mais on se rend compte que finalement c'est une logique absolument implacable qui devient de plus en plus populaire ces derniers temps. C'est que en gros chez Mistral il y a juste 3 tweets en an, mais justement leurs annonces, c'est leur livraison, tu vois. Et c'est pas les seuls à adopter cette stratégie-là. C'est que même dans la musique, c'est souvent même dans la musique, il y a pas mal de groupes qui utilisent cette stratégie-là, notamment sur la scène métal, il y a Tool qui fait ça. Sur la scène rap, il y a PNL aussi. Donc finalement, peut-être que l'avenir du marketing, ce serait ça, c'est qu'il y aurait tout pour les fonctionnalités et finalement, ce serait le minimalisme absolu. Alors, et notre communication, c'est de la proof of work. Voilà. Exactement, exactement, Daniel. Bon, allez. 13h26, il est temps d'aller à CryptoXR là, les amis. On se retrouve d'ailleurs à CryptoXR parce que oui, on vous a pas dit, mais Marc et Yann se sont arrêtés sur le chemin de Auxerre pour se rejoindre avec nous aux chroniques. Moi-même, je dois monter en voiture là dans quelques minutes. Donc on n'est pas en direct de CryptoXR parce qu'en fait ça commence demain, donc c'était pas possible. Mais pas loin, on est en direct des transports pour aller à CryptoXR. Nous on est à moitié, on a fait la moitié du chemin. Là. Courage. Vous venez d'où de toute façon, moi, je suis en Belgique maintenant, donc j'ai récupéré Marc sur le chemin. Ouais. Ouais, okay. Moi, je suis avec les équipes back-office en Bulgarie, à Sofia. Ok. Beau trajet. Donc, ouais, on fait un peu de route pour venir. Mais ça a l'air d'être un truc sympa. Donc, ouais, ça, je pense qu'on va bien se marrer. Bon, en tout cas, on s'y croisera. On pourra prendre un petit café avec plaisir. Et non, on n'est pas en Tesla. Alors, les gens sont obsédés, ils veulent savoir la marque de votre bagnole, je ne sais pas pourquoi. Non, on n'est pas en Tesla, non.
Ouais, je suis désolé, c'était une grosse fake news de ma part, juste pour la blague. Ni en Porsche, ouais. Pour l'électrique. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, à tous et à toutes d'avoir suivi ces chroniques d'Alira. C'était un vrai plaisir de faire ça avec vous. Merci beaucoup, Marc et Yann, de vous être arrêtés sur le chemin de CryptoXR pour nous rejoindre. Merci de nous avoir accueillis, c'était sympa. Grand plaisir. Daniel et Virgile, merci d'avoir répondu présent. Le chat, toujours au top. Et à nouveau, alors, à tout hasard, s'il y avait des personnes dans le chat qui ne sont pas déjà des apprenants d'Alira, je vous rappelle que nous avons sur l'IA les formations qui commencent ce lundi. Donc, sur l'IA, c'est le dernier appel avant que le train ne parte de la gare. Et si vous voulez sauter dedans, vous pouvez, sinon le train partira sans vous. Et ensuite, l'appel suivant, ce sera fin avril, début mars, où les prochaines promotions commenceront sur la blockchain, sur l'IA. On a plein de parcours, 4 parcours sur la blockchain, 2 parcours sur l'IA. Tout est sur alira.fr. Viendez, on est bien. Et je vous dis à très très bientôt, jeudi prochain tout simplement. On débriefera qui c'est CryptoXR et on verra ce qui s'est passé d'ici là. Prenez soin de vous, bon appétit à ceux qui n'ont pas déjà mangé et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's. Hello. C'est toujours en direct, chérie. On est toujours en direct.